Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il en retourne pour les 6 parjures que j'ai transmis à la justice. Bon, c'est évidemment dans le cadre de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire que je présidais. Et en fait, il est de la prérogative du président de la commission d'enquête de transmettre à la justice tout parjure. C'est-à-dire en fait, un parjure, c'est un mensonge. Il y a une spécificité dans les commissions d'enquête en France, dans notre droit, notamment dans le droit pénal, c'est que vous n'avez pas le droit de mentir. Ce qui n'est pas le cas exactement dans la procédure pénale, vous avez le droit de ne pas vous auto-incriminer. Donc là, on est encore dans autre chose. C'est pour ça qu'on fait prêter serment. Les gens lèvent la main et jurent de dire rien que la vérité, toute la vérité. Bon, vous l'avez vu dans toutes les auditions de la commission d'enquête. Alors j'ai transmis 6 parjures parce que il en va aussi de l'autorité du pouvoir législatif. Parlement, des parlementaires, des députés. Parce que si on peut venir devant une commission d'enquête, mentir, et puis s'en tirer à bon compte, alors nous représentons un piètre pouvoir. Quels sont ces 6 parjures? Qui concernent-ils et pour quelles raisons? Je vais vous les égrener rapidement. Premièrement, il y a un parjure pour monsieur Jean-Michel Prêtre. Il a déclaré devant notre commission d'enquête qu'il découvrait qu'il y avait une enquête pour violation du secret de l'enquête, de l'instruction, de l'enquête pour être précis, lorsqu'il était procureur au parquet de Nice. Vous savez, dans la fameuse affaire Geneviève Leguet, puisque des sources de Mediapart, visiblement policières de ce qu'on découvre au fil des articles, ont été mises en cause, pointées du doigt, pour violation du secret de l'enquête. C'est-à-dire qu'ils ont fuité dans la presse des informations contre Jean-Michel Prêtre, en l'occurrence procureur de Nice. Il a donc été muté pour être avocat général près de la cour de Lyon. Mutation disciplinaire, en théorie, là en l'occurrence, c'est plutôt une promotion. En tout cas, il s'en tire finalement à bon compte pour quelqu'un dont on veut se passer. Il a déclaré qu'il n'était pas au courant pour cette enquête. Or, tout montre que l'enquête préliminaire qui a été ouverte pour violation du secret de l'instruction a été ouverte au parquet de Nice alors qu'il était encore procureur de la République. Ce qui est quand même assez étrange que le procureur de la République ne soit pas au courant d'une enquête au cœur duquel il se trouve. Ça, c'est le premier parjure. Deuxième parjure, Didier Lallemand. Didier Lallemand, préfet de police de Paris, vous commencez à le connaître évidemment, il était venu fanfaronner devant la commission d'enquête. Il se trouve qu'au détour de questions, ce n'était pas prévu, on l'a interrogé sur les manifestations de policiers devant la préfecture de police, devant la place Vendôme, devant Beauvau. Enfin, vous vous souvenez de ces policiers en armes, gyrophares, voitures, qui vont manifester devant les institutions, ce qui est interdit, soit dit en passant. Et donc, il avait déclaré devant la commission d'enquête qu'il ne connaissait pas les organisateurs et que donc il était incapable de les interpeller pour attroupement, c'est-à-dire pour manifestation non déclarée. Évidemment, il connaît parfaitement les organisateurs, d'où ma transmission de parjure. Nous avons ensuite une sorte de double parjure, car je ne sais pas qui a menti en définitive, mais nous avons 2 versions différentes entre la version de Éliane Houlette, ancienne procureure nationale financière, et Catherine Chanrenaud, la procureure générale de Paris, concernant l'affaire Fillon. L'une dit « j'ai subi des pressions, j'ai eu des tas de demandes de remontée d'informations », l'autre dit « oh, je n'ai demandé que 4 demandes d'informations, elles étaient toutes circonstanciées, donc je ne vois pas ce que raconte Madame Houlette. » 2 versions pour la même histoire, ça me paraît étrange. La justice fera son travail, elle mènera l'enquête. Nous avons ensuite Frédéric Veau. Frédéric Veau, c'est l'actuel directeur général de la police nationale. C'est un personnage un peu particulier puisqu'il a eu précédemment des fonctions comme directeur adjoint de la direction centrale de la police judiciaire et avant cela, il était aussi directeur adjoint de la direction centrale du renseignement intérieur. Le directeur de l'époque d'ailleurs, c'était Bernard Squarcini. Et c'est au détour des interceptions judiciaires concernant Bernard Squarcini, diffusées dans Mediapart, que l'on apprend qu'il y avait une discussion assez tranquille, à bâton rompu, avec Frédéric Veau, pour des histoires de mutation, contre des échanges d'informations pour une personne recherchée par la justice dans les réseaux corses. Et donc on voit comment une enquête judiciaire en cours peut servir de monnaie d'échange contre des mutations avec un ancien directeur de la police, puisque Bernard Squarcini, à l'époque, avait quitté la police nationale pour aller travailler, ouvrir son propre cabinet, notamment cabinet sécurité, et travailler pour LVMH et Bernard Arnault. Et puis on apprend d'ailleurs au détour d'autres écoutes que dans l'affaire Cahuzac, il y a bien eu des remontées d'informations administratives, comprendre
pas versées au dossier judiciaire, mais des remontées administratives sur l'enquête judiciaire en cours sur Monsieur Cahuzac. Et que donc les informations remontaient à la fois au ministère de l'Intérieur, mais aussi à la présidence de la République. Donc quand on me raconte dans l'audition que non, on n'a jamais subi de pression et c'est pas vrai qu'il y a des échanges d'informations avec l'extérieur, que le secret de l'enquête est quelque chose d'inviolable, qu'on le fait respecter, bon, je crois que les interceptions judiciaires viennent nous confirmer une toute autre histoire de la réalité du mode de fonctionnement au sein du ministère de l'Intérieur et où M. Frédéric Vaux est lui-même en première ligne. Nous avons également le parjure de Jean-Michel Ayat, qui est le président de la Cour d'appel de Paris et qui était le président du tribunal judiciaire, alors anciennement tribunal de grande instance de Paris, au moment de l'affaire Fillon. C'est lui qui a désigné le juge Tournaire et c'est pour ça qu'il a été réauditionné. Il s'est d'abord emmêlé les pinceaux, audition qu'il a par ailleurs préparée, puisqu'il savait qu'on allait l'interroger là-dessus, évidemment. Il s'est emmêlé les pinceaux sur quel juge avait quel dossier et donc pourquoi il a donné à Serge Tournaire le dossier François Fillon et pas aux autres. C'est ça le cœur du questionnement. Et puis bon, la presse l'a titillé, puisqu'il s'était un peu trompé, et il nous a envoyé un rectificatif. Mais même en nous envoyant un rectificatif, le compte n'y est pas. Les explications de Jean-Michel Ayat montrent qu'il reste encore des zones d'ombre dans son témoignage. En tout cas, soit il s'est trompé, soit il a menti. Et il doit, à mon avis, rendre des comptes sur ce sujet. Et puis le dernier, et non pas des moindres, c'est Rémi Yates. Rémi Yates qui est l'actuel procureur de la République de Paris. D'ailleurs, petit élément cocasse, j'ai transmis tous ces parjures à Rémi Yates, procureur de la République de Paris, puisqu'il est le procureur territorialement compétent. Eh oui, pas le choix. Donc j'envoie à Rémi Yates le fait que Rémi Yates, auditionné à l'Assemblée nationale, a menti. Sur quel sujet? Là, il s'agit cette fois-ci des Gilets jaunes. Nous l'avons interrogé sur une note, on avait eu connaissance de cette note par voie de presse, en tout cas pas de la note en tant que telle, mais des éléments un peu vagues, puisqu'il y avait eu une note pendant le mouvement des Gilets jaunes qui indiquait au substitut du procureur que quand une personne était interpellée et mise en garde à vue, même si après les premières investigations on n'avait rien contre cette personne, rien à lui reprocher, il fallait quand même garder à vue la personne le plus longtemps possible, 24 heures, et ne pas la relâcher dans la foulée pour que la personne n'aille pas grossir à nouveau les rangs des manifestants. Or, on prive quelqu'un de liberté par le biais d'une garde à vue parce qu'il y a des motifs pour ça, qu'on a quelque chose à reprocher à la personne. Si on n'a rien à lui reprocher, mais on porte atteinte à une liberté fondamentale, qui est la liberté de se déplacer, d'aller et venir. Et donc, il faut un minimum le motiver. On a interrogé Rémi Yates sur le sujet, il nous a dit non, jamais on a gardé à vue quelqu'un contre qui on n'avait rien à reprocher. Or, le rapporteur a demandé la transmission de la dite note. Alors c'est un memento, c'est un mail interne qui récapitule un peu ce qu'on attend des substituts dispositifs de manifestation. Et donc j'ai pu consulter cette note et il s'avère que dans cette note, les choses sont assez claires. Il est clairement indiqué que même si on n'a pas d'éléments contre la personne, il faut la garder à vue le plus longtemps possible pour qu'elle ne retourne pas grossir les rangs de la manifestation. Voilà, donc sur un fait aussi grave, qui est une liberté fondamentale à laquelle on porte atteinte, la liberté d'aller et venir, en plus contre les Gilets jaunes, nous avons là un parjure caractérisé. Voilà 6 parjures que je vous ai présentés, égrenés, les uns après les autres, qui ont été transmis à la justice. Et puis, comme il convient de dire, laissons à la justice le soin de faire son travail. On verra si l'indépendance est respectée en la matière. Et puis, comme ce sont des personnes, quasiment tous les parjures concernent des personnes parisiennes, des magistrats, des hauts fonctionnaires qui ont des liens avec soit la magistrature pour les policiers, soit qui sont dans la magistrature, le minimum serait que M. S dépayse les affaires de sorte à ce qu'elles soient examinées par quelqu'un d'autre dans l'institution judiciaire. Après, on verra, est-ce qu'il y aura un classement sans suite comme dans l'affaire Benalla? Est-ce qu'il y aura une enquête? C'est-à-dire, est-ce que les personnes seront auditionnées pour venir confirmer ou pas, ou dire non, c'est vrai, j'ai pas dit toute la vérité, etc. Est-ce qu'il y aura des sanctions qui seront prises? Ça, nous le verrons plus tard. En tout cas, faites-moi confiance pour relancer Rémi Yates, si on n'a pas de nouvelles, dans des délais raisonnables, respectables. N'hésitez pas à partager la vidéo et à bientôt. Ciao.